Digital Congo, la télévision numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Plus ou moins 10 morts et quelques blessés, c'est le bilan provisoire d'une attaque à la bombe larguée sur le camp de déplacés de guerre vers Kimashini, près des Boulengo au Nord Kivu, par le M23. Le monde célèbre ce 3 mai la journée de la liberté de la presse. À l'occasion, les journalistes s'inquiètent de la montée de la censure contre la presse. Et pour Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, une presse libre n'est pas un choix, mais une nécessité. Les consortiums des organisations non gouvernementales de droits de l'homme en République démocratique du Congo recommandent l'annulation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs au Haut-Ouélé, ce après avoir constaté des cas de corruption et des irrégularités à grande échelle. Le détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Démarrons ce journal par vous annoncer que le pays, la République démocratique du Congo, continue à enregistrer de morts, œuvre du M23 au Nord Kivu, précisément au camp de déplacés de guerre près de Boulengo. Une bombe a été larguée ce vendredi dans la matinée par le M23, causant ainsi la mort de plus ou moins 10 personnes et quelques blessés. Le détail dans cette correspondance. Le mouvement du 23 mars, un 23 sigle, est accusé d'avoir pris pour cible le camp de déplacés de guerre et 5 bombes y ont été larguées ce vendredi 3 mai. Suite à cet acte meurtrier, l'équipe de Digital Congo s'est rendue sur place à Mugunga, au site des déplacés de guerre campé au niveau du 8e CEPAC, où, selon le témoignage recueilli, une dizaine de personnes, femmes et enfants, y ont trouvé la mort sur place et plus d'une vingtaine de blessés graves dans un bain de sang. 2 morceaux de la chair humaine éparpillés sur le site, aux côtés de plusieurs maisons détruites par la puissance de ces bombes. Une des déplacés de guerre, avec chagrin, a accepté de témoigner. Tukaona tu mpepo imekuwa imetunyangula ila kutunyangula tumelala nako ile fya kunyangula sasa wote tuligeuka kujitosha hayo tukaenda kutana meua fie moyo fie mwa kwenda hesabia na pale kumekufako baba mmoja na watoto watano. De son côté, le secrétaire de ce site des déplacés de guerre du 8e CEPAC, Bassem Massassi, nous a révélé que les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur un groupe de citoyens qui sont descendus dans la rue vers Seselka pour manifester leur mécontentement face à cette perte considérable en vies humaines dans ce bombardement. Mbili ambao waliuliwa na masasi ambao soda wakati wa vijana walikuwa wameshafunga barabara wakati jeshi la Kongo ilikuwa napenda ifungule njia, ndipo wakafyatua masasi na masasi. Kuna mama ambaye alikuwa anasimama pembeni na mtoto, na ndipo masasi kawashika na hapo hapo wakafariki. Les défenseurs des droits humains que nous avons joints ont déploré cet acte ignoble qui constitue une violation grave des droits internationaux, d'où selon eux, il est important que la communauté internationale poursuive leurs responsables du M23
pour tous ces crimes de guerre qui sont en train d'être commis en cette période de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Goma, Fiston et Chimami pour Digital Congo. Une presse libre n'est pas un choix, mais une nécessité. Déclaration du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a rappelé la menace qui pèse sur le média à travers le monde. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai. Le détail avec Rosie Montella. La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. C'est autour de ce thème qu'est célébrée la journée de la liberté de la presse cette année. À l'occasion, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la liberté de la presse est assiégée. Pour lui, le journalisme environnemental est une profession de plus en plus dangereuse. Des dizaines de journalistes couvrant l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière, le braconnage et d'autres problèmes environnementaux ont été tués au cours des dernières décennies. Dans la grande majorité de cas, personne n'a eu à répondre de ces actes, a-t-il souligné. D'après un rapport de l'UNESCO évoqué par Antonio Guterres, au cours de 15 dernières années, quelques 750 attaques ont été perpétrées contre des journalistes et des organes d'information traitant des questions environnementales et la fréquence de ces attaques est en augmentation, s'est-il indigné. Antonio Guterres a pour ce faire exhorté toutes les nations à cesser de s'en prendre à la vérité et à ceux qui la rapportent. Antonio Guterres a par ailleurs fait savoir que 71 journalistes et professionnels des médias ont perdu la vie en 2023. Une année dévastatrice pour la profession. La journée de la liberté de la presse, les journalistes congolais s'inquiètent de la montée de la censure contre la presse et la liberté d'expression, arrestations arbitraires et menaces indirectes. Pourtant, plusieurs textes protègent les journalistes, mais malheureusement ne sont presque pas appliqués. Le récit est de Papi Boaboui. En République démocratique du Congo, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée alors que les journalistes et les médias congolais sont continuellement exposés aux pressions politiques et actes de censure, aux arrestations arbitraires et aux menaces indirectes. Ce qui rétrécit considérablement des espaces de liberté d'expression pour les journalistes et les médias congolais. Ici en RDC, nous les journalistes, nous réclamons cette liberté dans l'exercice de notre travail. Il ne faut pas qu'on nous dise vous devez vous limiter dans ce secteur, dans la diffusion des informations. Vous ne devez pas toucher ce secteur, par exemple le cas de l'Est. Malgré l'engagement pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la clôture des États généraux de la presse, d'accompagner la dépénalisation des délits de presse et garantir l'indépendance des médias, aujourd'hui plusieurs journalistes vivent dans la clandestinité et d'autres ont opté pour l'exil. Il en est de même des membres de la société civile, des opposants politiques et toute autre personne qui sont parfois menacés pour leur point de vue. Pour Obulo Kwes, expert média, le problème réside au niveau de la non-application des textes qui pourtant existent. Mais le plus grand problème, c'est la différence entre ce que prévoient les textes et la pratique. Est-ce que dans la pratique aujourd'hui, tout ce que prévoient les textes déjà est pris en compte? Ce n'est pas évident. Parce qu'on a vu qu'on continue à brimer les journalistes, on continue à chercher à les mettre sous coupe réglée, on continue à les menacer, voilà. Parce qu'il y a des pans entiers, des personnes à travers les pays, je ne sais pas moi dans quelle province, la Mongala ou je ne sais pas moi l'Équateur, ou même un simple administrateur du territoire peut comme ça arrêter un journaliste. Dans son classement annuel des pays les plus à risque pour les journalistes dans le monde, publié ce vendredi 3 mai, Reporters sans frontières note une timide progression de la RDC au classement. Ouverture d'une information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo. Le prélat catholique bénéficie depuis le soutien du clergé ainsi que des hommes épris de paix.
Pour beaucoup, le cardinal n'a fait que son travail de prophète qui consiste à dire la vérité au nom de Dieu. Les commentaires est signé Papi Boaboui. Poursuivi par la justice congolaise, le cardinal Fridolin Ambongo continue de recevoir les soutiens et autres encouragements des prêtres, évêques, chrétiens catholiques et toute autre personne de bonne volonté qui estime que le cardinal n'a fait que son travail. Il est pasteur d'âme. Il sent cette souffrance en lui. Il est pasteur des Congolais. Il sent la souffrance des Congolais en lui. Oui, on peut dire que lui, il a un pain sur sa table. Il a un peu de bol pour midi et pour le soir. Mais la population, il a des informations, il reçoit. Et au nom de cela, il dit la vérité. Et la vérité, on ne peut jamais la contraindre et la barrer, parce qu'elle reste vérité. Et moi, je pense bien qu'il a joué son rôle prophétique en dénonçant, et il a joué son rôle sanctificateur en sanctifiant, en bénissant le peuple. On veut un Congo uni, un Congo solide, et si on ne dit pas la vérité au roi qui est là, au président qui est là, jamais on n'arrivera. On a vécu ça dans la période de prophète avec le roi David, Nathan même. D'ailleurs, dans une déclaration, les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa ont dénoncé et condamné ce qu'ils qualifient de honteuses initiatives qui instrumentalisent la justice et reflètent une dérive dictatoriale visant à annihiler la liberté d'expression. La conférence des évêques du Togo, qui a aussi exprimé son soutien au cardinal Ambongo, estime que le combat pour la justice et la vérité demeure l'un des plus difficiles à mener dans l'histoire de l'humanité. Il faut noter que selon l'accord cadre signé entre la RDC et le Vatican, l'archevêque de Kinshasa, ministre du gouvernement de l'État du Vatican, dont le pape est le chef, ne peut être jugé au pénal par la justice de notre État, même si le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ne semble pas le reconnaître. La SENCO, qui suit avec attention cette situation, appelle les uns et les autres au calme. Et la question de la nationalité exclusive en République démocratique du Congo continue à faire couler beaucoup d'encre et des salives. Elle a été soulevée lors de la récente rencontre entre le chef de l'État et la diaspora congolaise à Paris, en France. Et cette dernière estime que l'article 10 de la Constitution prive le pays des compétences capables de contribuer au développement du pays, et le chef de l'État a promis de s'y pencher. Par contre, le professeur Njoli Jacques, avocat et parlementaire de son État, pense que le pays ne saura pas maîtriser les paramètres administratifs une fois que ce moratoire sera levé. Jacques Njoli est au micro de Grace Ngitoukilou et Jonathan Ebondo. Cette question de double nationalité se pose particulièrement pour cette communauté. Vous savez que lorsqu'on part à l'étranger, on est dans une situation où à la fois on doit s'intégrer dans la communauté d'accueil, et la meilleure intégration c'est de prendre la nationalité du pays d'accueil, mais en même temps on reste attaché à son pays d'origine, et on voudrait garder cette nationalité. D'où cette problématique de double nationalité. Il y a eu ce que vous avez appelé le moratoire, notamment et spécifiquement à l'Assemblée nationale, mais ce moratoire n'a pas d'effet juridique péremptoire, c'est-à-dire que si vous avez une autre nationalité que celle congolaise, automatiquement, vous perdez la nationalité congolaise. L'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et ce principe est raffirmé sur la loi spécifique sur la nationalité, la loi de 2004, qui s'inscrit donc dans notre philosophie. Donc, pour le moment, la nationalité congolaise est une exclusive. Lorsque nous aurons l'infrastructure organisationnelle nécessaire, on pourra y passer, mais à partir du moment où, je prends par exemple la province de l'Ituri, il y a eu des mouvements de population qui sont arrivés de la Tanzanie et autres qu'on appelle Banaboucha.
est-ce que nous avons, nos services disposent suffisamment d'éléments d'information pour accorder nationalité ou même l'identité là-dessus? Il y a encore de problèmes, pas simplement à l'est, mais même à l'ouest. Rendons-nous au Lualaba où plus de 48 heures après son élection au poste de gouverneur du Lualaba, l'honorable Fifi Masuka Saini était face à la presse nationale et locale le mercredi 2 mai 2024 devant la presse. Au cours de cet échange animé par le journaliste Jean-Marie Kassamba, Fifi Masuka s'est apaisanti sur les différentes réalisations déployées durant la période de son intérim. Reportage. Au niveau de la province, de l'Assemblée provinciale du Lualaba, toutes les communautés s'y retrouvent. C'est sa toute première communication après sa brillante élection à la tête de la province du Lualaba. Fifi Masuka Saini était face à la presse dans un style émission télévisée dans la salle Escolone de Kolwezi, en présence notamment des membres de son équipe gouvernementale et son cabinet devant un auditoire composé des journalistes nationaux et locaux. Au menu, divers sujets d'actualité mettant l'accent sur les questions relatives à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de cette province. Déjà, quant à sa prochaine équipe gouvernementale, elle entend former un gouvernement compétent, composé d'hommes et de femmes issus de toutes les communautés en fonction des poids politiques à l'Assemblée provinciale et des orientations des instances dirigeantes de l'Union sacrée de la nation. Cette approche vise à accompagner sa vision de développement durable et intégral du Lualaba en conformité avec la politique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus loin, elle va aborder, outre les questions sur le secteur minier, son engagement en faveur de la diversification de l'économie de la province. Elle a mis en avant le tourisme et l'agriculture comme des secteurs clés pour stimuler la croissance économique. Pendant son intérim, elle a supervisé la construction de routes agricoles dans tous les territoires, facilitant ainsi le transport des produits agricoles vers les grands centres de consommation. Cette initiative vise à soutenir les agriculteurs locaux et à promouvoir la sécurité alimentaire. La gouverneure Masuka a également mis en avant sa maîtrise des dossiers dans divers secteurs, notamment la construction et l'inauguration des grandes infrastructures. Les routes des dessertes agricoles au Lualaba sont en train d'être travaillées. Je prends l'exemple aujourd'hui, vous arrivez à Kassaji, vous avez une route qui vous mène de Kassaji jusqu'à Sandoa. C'est une route des dessertes agricoles. De Sandoa vers Kapanga. Il nous reste seulement 20 km pour arriver à Musumba. Parce que le pont rouge était tombé. Donc ça nous a pris presque 6 mois et la pluie est venue. Mais au mois de décembre de l'année passée, j'ai pu inaugurer ce pont. Donc les 20 km restants seront terminés d'ici là. Parmi les réalisations mentionnées figurent l'échangeur routier de Kolwezi, l'aéroport international de Kolwezi et le bâtiment de la direction de recettes du Lualaba. Ces projets d'infrastructure contribuent à promouvoir le développement économique et social de la province. Au demeurant, l'élection de Fifi Masuka Saini au poste de gouverneur du Lualaba marque le début d'une nouvelle ère pour cette province remplie d'espoir. Et restons au Lualaba pour vous dire que l'appel à l'union et à la concorde provinciale lancé par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, afin de consolider l'élan de l'émergence de cette province est vivement encouragé par les acteurs politiques et forces vives de la province. Adhérant à cette démarche, Patrick Katengo salue l'ouverture d'esprit et des sursauts d'orgueil de la gouverneure qui tient à travailler et à collaborer avec toutes les couches sociales et des partis politiques. Suivez. J'accueille ça avec joie parce qu'il en va de l'intérêt de nos populations. Nos populations qui ont besoin de l'unité de nous, les leaders politiques, pour que cette province puisse aller de l'avant. Bravo à elle et en même temps félicitations pour sa brillante élection. 21 voix sur 24, c'est pas mal. J'ai cru à cela, voilà pourquoi je me suis retiré. Et donc, il ne fallait pas persister
montrer les biceps, c'est pas pour nos intérêts personnels. Ce qui compte, c'est d'abord l'intérêt de Lualaba. Madame Fifi Masuka a eu à gérer pendant plusieurs années, elle a l'expérience. Elle est dans la vision du président de la République, autant que nous-mêmes. C'est ici l'occasion d'appeler en même temps notre aîné Chisaïnga de revenir également à la raison pour que nous nous mettions tous autour d'une même table et envisager les perspectives d'avenir. Et je demande à Madame Masuka d'oublier peut-être les mots qui lui ont blessé pendant la campagne et tout. C'est des bonnes guerres. Et les conseils qui sont autour d'elle, de l'aider aussi, de voir que ce qui est important, c'est de privilégier la paix. C'est pas de dire non, mais tel m'a attaqué ou tel a fait. On doit oublier ça pour l'intérêt du Lualaba. Et le parti politique Action pour la rupture et le développement ARDEV était en matinée politique le jeudi avec les membres de son présidium, son secrétaire général de Kinshasa, ses interfédéraux venus de plusieurs provinces du pays pour accueillir le gouverneur élu et autorité morale Jacques Kabula Katoué. Cette formation politique a promis un sénateur, un gouverneur de province et 8 députés provinciaux aux dernières élections. Jean-Rufin Koubeloso nous en dit plus. Ils ont répondu massivement à l'appel du fédéral du Haut-Katanga, l'honorable David Aouté, qui recevait ce jeudi 2 mai 2024 l'autorité morale et président national du parti politique Action pour la rupture et le développement, l'honorable Jacques Kabula Katoué, accueilli par des tonneurs d'applaudissements à son arrivée. Cette réunion hebdomadaire a l'allure d'un mini-congrès car ayant rassemblé tous les présidiums du parti, notamment le secrétaire général Hubert Mwamba, venu de Kinshasa, ses 2 adjoints Jean Saka et Jean-Paul Mwenge, les interfédéraux de Kinshasa, les fédéraux du Kasaï, du Kwilu, Tanganyika et ceux du Haut-Katanga qui les recevaient. Sous une ambiance de fête, l'honorable David Aouté prend la parole en premier pour présenter ses hôtes aux cadres et militants des ARDEV dans le Haut-Katanga. Après sa brillante victoire à l'élection de gouverneur, le président national de l'Action pour la rupture et le développement ARDEV, Jacques Kabula Katoué, a commencé par remercier sa base électorale qui lui a tout donné. Il a précisé que le prouesse réalisé par son parti politique aux dernières élections n'était pas simplement sienne, mais plutôt les résultats du soutien et de la volonté de chacun d'entre les membres de cette jeune formation politique. ARDEV a produit un sénateur, un gouverneur de province et 8 députés provinciaux. Des résultats qui suscitent admiration pour un si jeune parti politique. L'honorable Jacques Kabula Katoué a par ailleurs annoncé la restructuration imminente du parti au niveau national. Pendant que le monde était en train de me vilipender, mais vous avez cru à moi, vous étiez là. Mungu, kama nasema, mina chakula, président Félix Antoine Tshisekedi, nani atamwangusha? Kama Mungu anasema mina chakula Jacques Kabula Katoué comme gouverneur, hata kama unamkombanisha je. En guise de reconnaissance de l'exploit réalisé aux élections passées, la fédération de l'ARDEV au Katanga a offert à Jacques Kabula Katoué 2 pigeons synonymes de la paix et un bœuf. La Ligue des femmes a quant à elle offert une Bible, 2 pigeons et un bœuf. Le consortium des organisations non gouvernementales de droits de l'homme en République démocratique du Congo s'est réuni ce vendredi 3 mai à Kinshasa pour évaluer le déroulement des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que celles des sénateurs dans les différentes provinces. La société civile constate avec amertume des cas de corruption, des irrégularités à grande échelle. Sur ce, elle recommande à la Cour d'appel de
la province de Haut-Ouélé d'annuler purement et carrément les élections pour garantir la paix sociale et la moralité politique. Propos recueillis par Grace Ngitikoulou et Timothée Piamboula. Le consortium des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC relève ce qui suit. 1. La tenue effective de ces élections dans les délais selon le calendrier fixé par la CENI et qui se sont clôturées par le deuxième tour en date du 2 mai 2024 pour ce qui est de la province du Sud Kivu. Par ailleurs, le consortium des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC constate avec amertume des cas de corruption, des irrégularités à grande échelle et des agitations qui ont émaillé les 10 scrutins et ce, malgré l'injonction de la ministre d'État, ministre de Justice. Parmi les nombreux cas signalés, à l'instar de Kinshasa, de la province de la Chopo, celui de la province de Haut-Ouélé à Isiro est le plus flagrant et attire l'attention de toute l'opinion en ce sens qu'il a été constaté, la séquestration, les menaces et les intimidations de certains députés provinciaux par un camp d'un des candidats gouverneurs à Isiro. Eu égard à ce qui précède, le consortium recommande ce qui suit. À la CENI, de sanctionner les agents électoraux commis à l'organisation de ces scrutins dans les conditions si haut décriées. À la Cour d'appel de Haut-Ouélé, d'annuler purement et carrément ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs en vue de garantir la paix sociale et la moralité publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé avec la délégation de l'intersyndicale INAP. Au menu, faire l'évaluation de la prime de rétrocession des régies financières et aussi l'évaluation de la paye normale des fonctionnaires. La réunion s'est tenue le 2 mai au cabinet du ministre. Amina Mouacha et Jean-Rufin Koubedosso nous en parlent. Sous les auspices du président de la République, le gouvernement congolais a respecté ses engagements pris pour apurer les arriérés de la prime de rétrocession financière et la paye normale de fonctionnaires de l'État. Ces informations ont été portées à la connaissance de l'ENAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, par le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Une séance de travail tenue 2 mai dans son cabinet de travail. Le président de l'intersyndicale, Fidel Kiyangi, a loué les efforts consentis par le gouvernement. Oui, nous devons le dire que le gouvernement a tenu ses engagements, mais nous serons plus à l'aise si ces mêmes engagements sont encore tenus quant à ce qui concerne le mois de mai. Nous les remercions et nous remercions les chefs de l'État. Les salaires de base, aujourd'hui que nous parlons, toutes les banques sont servies. Toutes les banques sont servies, je pèse bien les mots. Et il ne reste qu'aux banques et à la DIRPE d'envoyer des listings dans des banques, là où ce n'est pas encore envoyé, afin que les agents soient payés. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur les engagements pris par le gouvernement d'assurer une paye régulière des fonctionnaires. Vous savez comment le ministre de la fonction publique anticipe toujours les événements pour éviter ce que nous puissions connaître encore des petites perturbations. Bref, ça se passe très bien, nous multiplions les réunions, mais pour l'instant, rien à signaler, tout se passe normalement. Le banc gouvernemental a respecté les engagements pris envers le syndicaliste. Ça a été fait par rapport aux régies financières et par rapport aux agents et fonctionnaires d'État. Donc le mois d'avril se trouve dans les banques commerciales. Au courant de la semaine, je crois que les agents pourront voir leurs comptes crédités. Ça reste tout simplement la programmation par rapport aux banques commerciales. Toutes les deux parties s'y sont engagées à maintenir un dialogue permanent. Au Congo-Brazza, plus de 300 cadres et hauts fonctionnaires de l'État ont accompli leur devoir citoyen, celui de l'opération de la déclaration des conflits d'intérêts à la haute autorité de lutte contre la corruption. Il faut noter que c'est la première phase de cette opération. Reportage. Après 2 semaines de l'exécution de la première phase de l'opération de la déclaration des conflits d'intérêts, la haute autorité de lutte contre la corruption
a bouclé la boucle avec plus de 300 déclarations reçues. Les présidents des deux chambres du Parlement ainsi que le chef de l'opposition politique ont été parmi les dernières personnalités à accomplir ce geste patriotique. Les structures, les organes de contrôle que nous sommes devant cultiver une certaine solidarité, une certaine compréhension. Et nous avons salué l'acte de ce matin parce qu'il participe du procès de promotion de la bonne gouvernance, de la transparence. Il s'agit là d'une opération, ailleurs on les appelle les mains propres que je viens de passer, qui concourent à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Mais que cela ne soit pas simplement le fait de faire plaisir aux institutions financières internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international notamment, qui demandent au Congo de mettre de l'ordre dans la gestion des affaires publiques, notamment d'y mettre plus de transparence. Le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption n'a pas manqué d'apprécier le déroulement de la première phase de cette opération. Il est très positif, il est vraiment satisfaisant. Je suis même surpris parce que on s'attendait à moins, mais là nous sommes vraiment allés au-delà de nos calculs, au-delà de notre vision. Et donc c'est pour dire que le bilan, il est très positif. Toutefois, la Haute Autorité de lutte contre la corruption donne rendez-vous à la deuxième phase qui concernera les commis de l'État évoluant à l'intérieur du pays. Rappelons que cette opération vise à lutter contre la corruption en vue de prioriser la bonne gouvernance. Fin de ce journal, merci de votre attention soutenue et bonne suite de programmes sur Digital Congo. Au revoir.